Qu'arriverait-il si l'astéroïde qui a tué les dinosaures frappait aujourd'hui? Les plantes sont anéanties, les animaux sont anéantis et les humains sont anéantis. Même les immeubles sont anéantis. Tout est anéanti. Des impacts mineurs se produisent constamment. Environ une fois par an, une explosion de la force d'une bombe atomique se produit dans la haute atmosphère. La technologie peut-elle nous sauver? Ou sommes-nous voués au même sort que les dinosaures? Notre existence sera semblable à celle de Mad Max. Je ne crois pas que nous survivrons à un autre âge de pierre. Du moins, pas moi. L'humanité survivra-t-elle à la prochaine extinction massive? Apocalypse animal. Le souffle des morts résonne comme un lointain torrent. Lord Byron, 1821. Imaginez que vous rentrez à la maison, allumez le téléviseur et voyez ces images aux informations. Scientists estimate the asteroid to be 6 miles in diameter. That's roughly the same estimate to be 6 miles wide, with a 99% probability of striking the Earth. If and when... A flood of refugees is evacuating the East Coast tonight. Ce scénario est digne d'un film de science-fiction. Mais il pourrait bien se réaliser un jour. Notre système solaire compte une foule d'astéroïdes. Déjà en mars 2009, la Terre a failli être frappée par un monstre de 60 mètres de diamètre, assez gros pour causer une explosion comparable à celle d'une bombe thermonucléaire. La plupart des astéroïdes sont inoffensifs, mais leur trajectoire est influencée par la gravité des grosses planètes comme Jupiter, qui les oriente vers la Terre, et certains la percutent. Les traces d'impact sont nombreuses. 2000 km² de forêt ravagée par un impact en Sibérie en 1908. En Arizona, un cratère de météorite dû à un impact vieux de 50 000 ans. Et au Mexique, l'impact le plus dévastateur de tous les temps qui a provoqué un gigantesque cratère il y a 65 millions d'années et qui a anéanti le règne des dinosaures en moins d'1 an. Les scientifiques l'appellent l'extinction du Crétacé. Le genre humain survivrait-il à une telle situation? Toute trace de civilisation serait-elle anéantie? Nous devrons y faire face un jour ou l'autre. C'est inévitable. Dans un avenir proche, on détecte un astéroïde en orbite dans le ciel nocturne. D'abord, on se contente de le nommer et de le répertorier au même titre que des milliers d'autres astéroïdes de notre système solaire. Mais après avoir déterminé la trajectoire de l'astéroïde, la communauté scientifique fait un effroyable constat. L'astéroïde se dirige vers la Terre. Au début, cette découverte est gardée secrète, tandis que les scientifiques tentent de déterminer plus précisément la trajectoire de l'astéroïde. Mais bientôt, la nouvelle se répand. Au cours des jours qui suivent, l'humanité apprend que la vie sur Terre
2 millions d'espèces pourraient s'éteindre en un clin d'œil. L'annonce qu'on sera touché et qu'il ne s'agit pas d'une fausse alarme provoquera une réaction très semblable à celle qui se produit lorsqu'on apprend qu'on a une maladie mortelle et qu'il ne nous reste qu'un certain nombre de mois à vivre. On passera par la phase du déni, puis de la colère, et tôt ou tard, il faudra l'accepter. Contrairement aux humains, les dinosaures n'avaient pas la capacité de savoir ce qui les attendait. Ils n'ont donc pas pu se préparer à y faire face. Nous pouvons le faire. La science permet de comprendre en détail les phénomènes qui se produiront, mais est-ce assez pour survivre? On peut évaluer le nombre approximatif de personnes qui mourront à chaque catastrophe. En se fondant sur ces chiffres, on peut déterminer quelles sont les mesures à prendre, les ressources nécessaires et quelle est l'ampleur du danger. Mais est-ce assez pour survivre? Les survivants de l'extinction du Crétacé étaient petits et ont pu se réfugier dans la boue pour se protéger. Pour survivre à une catastrophe semblable de nos jours, c'est aussi ce que devront faire les humains. On investit donc des efforts massifs dans la construction d'abris souterrains fortifiés. Pendant la guerre froide, une foule d'abris ont été construits pour protéger les civils des bombes nucléaires. On construirait probablement des abris semblables un peu partout. Il faudra prendre des décisions difficiles quant au nombre de personnes qui pourront être sauvées et ce qu'elles pourront emporter avec elles. Les personnes qui se mettront à l'abri sous terre auront besoin de nourriture et d'eau pendant une longue période. Il faudra des abris temporaires pour des milliards de personnes, des vivres et des installations hygiéniques. Il faudra se mobiliser comme jamais auparavant, ce qui pourrait s'avérer impossible. Les scientifiques déterminent que la menace provient de la ceinture d'astéroïdes qui gravite entre Mars et Jupiter. L'astéroïde a été dévié par une explosion. L'astéroïde mesure près de 10 km de diamètre, comme celui soupçonné d'avoir causé l'extinction des dinosaures. Devant cette dure réalité, les familles du monde entier se préparent à leur façon. Annoncer la nouvelle aux enfants et aux proches n'est pas chose facile. On croirait pouvoir recourir à la technologie pour faire dévier l'astéroïde de sa trajectoire ou le faire exploser dans l'espace. Mais pour le moment, cela relève encore de la fiction. Nous ne pouvons rien face à cet ennemi. Sept mois avant la collision, les scientifiques tentent de préciser le point d'impact. Il y a toujours une certaine imprécision dans les calculs. Les astronomes ne disposent pas d'outils infaillibles, alors il y a toujours une part d'incertitude. Une des techniques envisagées consiste à mettre un transpondeur sur l'astéroïde, c'est-à-dire un instrument semblable à un GPS, qui indiquerait précisément où l'astéroïde se trouve et réduirait l'incertitude. La NASA lance un transpondeur. Dans un rendez-vous savamment planifié avec l'astéroïde, il se pose enfin. Alimenté par des panneaux solaires, le transpondeur commence à transmettre ses coordonnées à la Terre. On arrive à définir précisément la trajectoire de l'astéroïde. La cible est l'une des villes les plus peuplées du monde, New York.
Au cours des mois précédant l'impact, les organismes gouvernementaux travaillent d'arrache-pied pour évacuer la côte est des États-Unis. Plus de 150 millions de personnes habitent la région côtière ou dans les environs. Tous ces gens doivent être évacués vers l'ouest. Pendant des mois, des embouteillages monstres bloquent toutes les autoroutes menant à l'intérieur des terres. La logistique est un véritable cauchemar. Comment se préparer pour la fin du monde tel qu'on le connaît actuellement? Une semaine avant l'impact de l'astéroïde. Partout dans le monde, les populations sont de plus en plus agitées. Dans certaines grandes villes, les manifestants descendent dans les rues et accusent les gouvernements de ne pas en faire assez pour prévenir le désastre. D'autres, résignés à mourir, essaient de profiter de la dernière semaine de quiétude de leur vie. Mais personne n'échappe au compte à rebours qui plongera le monde dans le néant. La mort s'est érigé un trône. Edgar Allan Poe, 1831. Et si l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures frappait de nouveau? Serions-nous voués à disparaître? Il ne s'agit plus d'une simple question théorique. Dans 3 jours, un rocher de la taille du mont Everest entrera en collision avec la ville de New York. Les humains sont terrorisés à l'approche de la fin. Divertissements, films et manifestations sportives sont choses du passé. Il n'y a plus que les nouvelles. On passe en boucle les plans d'évacuation et de l'information sur les réfugiés. On suit à la minute près l'évolution de l'astéroïde. Bon nombre trouvent refuge dans les abris souterrains construits par le gouvernement. Des milliers d'abris sont creusés dans les mois précédant l'impact. D'après les scientifiques, les dinosaures se sont éteints en moins d'1 an. Les humains qui se réfugient dans les abris souterrains doivent se préparer à y rester au moins aussi longtemps. Tandis que les dernières heures et minutes s'écoulent, l'astéroïde meurtrier de 10 km de diamètre file à la vitesse de l'éclair et parcourt les derniers kilomètres en un clin d'œil. La Terre ne sera plus jamais la même. La lumière serait aveuglante. Un astéroïde qui pénètre l'atmosphère de la Terre arrive à une si grande vitesse qu'il émet une lumière plus vive encore que celle du Soleil. Cela créerait un énorme souffle de chaleur et de particules rocheuses. Le plus grand danger, c'est que cette vague de chaleur sera si intense qu'elle brûlera la chair, les matériaux, les arbres et les immeubles. Elle rasera tout sur son passage. La ville de New York est complètement anéantie. L'impact est si violent qu'en 2 secondes, les 5 districts de la ville sont ensevelis dans un cratère de 65 km de profondeur. La roche et les débris pulvérisés et réchauffés par la violente collision explosent avec l'énergie de 100 millions de bombes à hydrogène. Tous les débris expulsés du cratère sont propulsés dans l'atmosphère à une telle vitesse qu'ils émettent une lumière très vive
et incandescente. Sous un nuage colossal en forme de champignon, une nouvelle menace se forme au sol. Une onde de choc de roches vaporisées. Le même phénomène s'est produit lors de l'impact de l'astéroïde au Yucatan il y a 65 millions d'années. D'après les scientifiques, une vague de roches vaporisées aurait déferlé vers le nord-ouest après l'impact. Tous les animaux se trouvant sur son passage, y compris les dinosaures, ont été brûlés vifs. Cette fois, tout ce qui se trouve dans un rayon de 800 km de New York, de Roanoke à Cleveland en passant par le Québec, est rasé par l'onde de choc. Le mur de feu qui atteint 1000 degrés balaie la côte 2 fois plus vite qu'une tornade. Presque tout est réduit en cendres sur son passage. On a de bien meilleures chances de s'en sortir si on ne se trouve pas directement dans la trajectoire de l'impact, car la vague d'énergie se déplace au sol. Les chances de survie sont plus grandes si on se trouve derrière une colline, à l'abri de la vague. Mais si le relief est complètement plat, il n'y a aucune chance de s'en tirer. L'onde de choc prend 1 heure à se refroidir et à se dissiper, mais elle est sans pitié. Les vibrations se font sentir partout sur le globe. 1 minute seulement après l'impact, on assiste à un autre magnifique coucher de soleil en Asie et en Australie. Mais tous les humains sur Terre sont touchés par cette attaque meurtrière contre l'humanité. De retour dans le nord-est des États-Unis, tout juste après l'onde de choc, un énorme tremblement de terre se déclenche et fait vibrer la croûte terrestre dans toutes les directions. Un impact de cette ampleur dégagera tant d'énergie qu'il provoquera une onde de compression sur toute la surface du globe et probablement un tremblement de terre à l'échelle mondiale. Toute la surface de la Terre tremblera. On croit que l'astéroïde qui a frappé les dinosaures a provoqué un séisme d'une magnitude de 13. Mais comme il n'y avait alors aucune structure, le tremblement de terre a probablement fait beaucoup plus de peur que de mal. Partout dans le monde moderne, les vieux bâtiments s'effondrent et font des milliers de victimes. Seuls les immeubles construits grâce à des techniques modernes tiennent le coup. À l'extérieur de la zone touchée par l'impact, ce séisme est le premier signe évident d'une menace. Une heure après l'impact, rien n'est épargné. Tout le nord-est des États-Unis est plongé dans le plus grand nuage de fumée en forme de champignon que la Terre n'a jamais connu. Et ce n'est que le début. L'épisode le plus meurtrier de l'extinction des dinosaures n'a pas été causé par l'explosion initiale, mais plutôt par la réaction en chaîne qui s'en est suivie. Les survivants à l'impact de l'astéroïde sont bientôt victimes d'une pluie de feu. À ce jour, les scientifiques ont répertorié plus de 6000 NEO, ou objets proches de la Terre. Les NEO sont des astéroïdes dont la trajectoire dans le système solaire croise l'orbite de la Terre. Mais comment les scientifiques localisent-ils ces astéroïdes potentiellement meurtriers? Grâce à 2 outils essentiels. Un télescope et beaucoup de patience. Il y a une foule de télescopes dans le monde.
Beaucoup d'entre eux sont automatisés et permettent aux astronomes d'observer continuellement le ciel. Bien que les astéroïdes soient très subtils, ils sont en mouvement. Si l'on compare deux photos de la même région du ciel prises à différents moments, on verra que certains objets se déplacent par rapport aux étoiles. Ils sont probablement en orbite. Ces astronomes sont au premier rang lorsqu'il est question de collision potentiellement catastrophique d'un astéroïde avec la Terre. Le pire cauchemar de l'humanité devient réalité. La catastrophe qui a annihilé les dinosaures s'abat maintenant sur nous. Le monde entier est en état d'urgence. Impossible de prédire s'il y aura des survivants. Il y a quelques heures à peine, un astéroïde de la taille du mont Everest a percuté la ville de New York, faisant des millions de morts. Les végétaux, les animaux, toute forme de vie s'éteint sur la côte Est. Comme si on avait rayé la région de la carte avec une gomme à effacer. Les plantes sont anéanties, les animaux sont anéantis et les humains sont anéantis. Les immeubles, les routes, les aéroports et les chemins de fer, tout est détruit. Pour ajouter à la catastrophe, l'Amérique du Nord connaît des explosions aériennes. Les fragments de débris rocheux filent si rapidement dans l'atmosphère qu'ils explosent. Ces fragments ne résistent pas aux forces aérodynamiques. Ils se désintègrent et ils se déplacent si rapidement dans l'atmosphère qu'ils explosent. Les scientifiques découvrent ce phénomène d'explosion aérienne en étudiant l'impact à l'origine du cratère de Tunguska en Sibérie en 1908. L'impact a provoqué une explosion aussi puissante qu'une explosion nucléaire. L'onde de choc qui a suivi a rasé près de 2000 km² de forêt. Nous avons modélisé l'impact afin de comprendre la physique de ce phénomène. Étant donné la violence de l'impact, on suppose qu'il y a eu de nombreux impacts secondaires. 4 heures après l'impact, la destruction de New York et des alentours n'est rien comparativement à ce qui est sur le point de se produire. Imaginez que toute la matière contenue dans un cratère de 200 km de profondeur, d'énormes roches aussi bien que des particules de poussière, soient projetées dans l'espace. Des billions et des billions de roches et de débris enflammés retombent sur Terre dans une véritable tempête de feu qui transforme l'atmosphère en un four. D'après les scientifiques, il y a 65 millions d'années, la température a atteint 250 à 540 degrés Celsius en quelques heures seulement. Les forêts ont été réduites en cendres et le feu a tout ravagé sur son passage. Cet épisode a été le plus destructeur de l'extinction des dinosaures. On croit que les forêts de la Terre entière ont été brûlées à la fin du Crétacé. On peut donc s'attendre à ce que partout en Amérique du Nord, d'est en ouest, les forêts soient complètement décimées. Les centrales thermiques et les raffineries de charbon sont détruites. Il n'y a plus d'essence nulle part. Toutes les infrastructures des villes sont réduites à néant. 6 heures après l'impact, c'est un véritable enfer sur Terre. Les vestiges de notre civilisation sont incinérés. Ce que nous avons mis des milliers d'années à bâtir s'envole en fumée en quelques heures à peine. Aucun humain ne peut survivre à la surface.
Si l'astéroïde atteint la taille de celui de la fin du Crétacé, il faudra se réfugier sous terre. Il n'y aura plus d'immeubles ni de maisons de briques. On ne pourra faire comme les trois petits cochons et espérer que la brique nous protège contre le grand méchant loup. Il faudra absolument se réfugier sous terre. L'abri idéal pour se protéger d'un astéroïde ressemble aux abris antinucléaires construits pendant la guerre froide. Il doit se trouver à 3 mètres ou plus sous le sol et avoir ses propres sources d'énergie et d'eau. Il doit pouvoir filtrer l'air extérieur. Et plus que tout, il doit être équipé d'un système sanitaire adéquat. Inconsciemment, les survivants font exactement ce que leurs lointains ancêtres mammifères ont fait il y a 65 millions d'années en se réfugiant sous terre. À cette époque, les premiers mammifères qui étaient de la taille d'un rongeur se sont réfugiés dans des terriers, des galeries souterraines ou tout autre espace protégé. C'est aussi grâce à cette stratégie que nous nous protégeons de l'apocalypse des temps modernes. À l'abri dans leur refuge souterrain, les survivants sont en sécurité. Mais pour combien de temps? « 8 heures après l'impact, les grandes réserves fauniques sont ravagées par les flammes. Des millions d'hectares et des millions d'animaux sont engloutis par les flammes de l'enfer. Comme lors de la catastrophe qui a tué les dinosaures, les plus gros sont les plus touchés. Ce que nous savons avec certitude sur l'extinction du Crétacé, c'est qu'aucun animal pesant plus de 5 ou 10 kilos n'a survécu. Les dinosaures étaient énormes et avaient besoin de beaucoup d'énergie. Il arriverait la même chose à nos gros mammifères. Tous les grands mammifères déjà en voie d'extinction sont anéantis, à jamais. Prenez par exemple les éléphants. Les éléphants prennent 2 ans avant de mettre un seul petit au monde. Ils ont déjà peine à assurer la survie de l'espèce en situation normale. Le feu se consume pendant des jours et fait place à un paysage carbonisé et sombre. La fumée, la suie et les débris bloquent les rayons du soleil essentiels à la vie. La Terre est plongée dans l'obscurité. La nuit n'est plus que l'ombre du jour et la vie, l'ombre de la mort. Algernon Swinburne, 1865. 7 jours après l'impact, l'avenir est des plus incertains. Les survivants sont en sécurité dans des abris souterrains. Mais dans les prochains mois, la surface de la Terre sera plongée dans l'obscurité. Il n'en faudra peut-être pas plus pour que les derniers humains soient voués à l'extinction. C'est exactement ce qui s'est produit il y a 65 millions d'années. Des milliards de dinosaures ont été brûlés vifs par les feux de l'impact. On croit cependant que l'extinction en soi, l'éradication de toute forme de vie animale, a plutôt été provoquée par la disparition des sources de nourriture sur la surface de la Terre, plongée dans l'obscurité. Les dinosaures seraient donc morts de faim. Notre intelligence et notre capacité à prévoir le désastre nous aideront à éviter ce triste sort. Mais ce ne sera pas facile. C'est une chose de passer une nuit dans son sous-sol pour échapper à une tornade, par exemple. Mais ce n'est rien comparativement à vivre dans un abri souterrain ou une grotte pendant des mois. Cela exige des ressources extraordinaires en termes de nourriture, d'eau, d'installations sanitaires et de soins médicaux. Tandis que le reste de l'humanité s'efforce de survivre dans les souterrains, la vie telle qu'on la connaît en surface s'éteint. Un mois après l'impact, la Terre est une planète fantôme qui poursuit sa mutation dans l'obscurité.
Les changements les plus spectaculaires se produiront dans l'atmosphère et les océans. À cause de l'augmentation fulgurante des températures, le système des courants marins va changer du tout au tout. Les conditions météorologiques sont de plus en plus extrêmes et imprévisibles. Certaines régions sont balayées par un blizzard infernal. D'autres sont frappées par des pluies diluviennes des jours durant. La mousson s'installe là où il n'y en avait jamais eu. Les pluies cessent dans les zones humides et frappent les régions sèches. Les déserts fleurissent et les forêts pluviales s'assèchent. Le problème, c'est que ça change continuellement. La fumée finit par se dissiper. 12 mois après l'impact, le soleil pointe entre les nuages. Il y a 65 millions d'années, le soleil éclairait de nouveau un monde où les dinosaures, tous autant qu'ils étaient, ont péri en moins d'1 an. Heureusement, la plupart des scientifiques croient qu'une partie de l'humanité pourrait survivre dans l'obscurité pendant toute une année à la suite d'un impact de cette force. Dans tous les cas, les abris souterrains sont la clé de la survie. En surface, les survivants sont confrontés à un monde complètement ravagé par l'impact et ses contre-coups. Les villes sont anéanties. Il n'y a plus d'électricité, de téléphone, ni de radio. Les voitures sont désuètes et les appareils électroniques ne sont plus que rebuts. L'humanité est propulsée dans un nouvel âge de pierre. Notre existence sera semblable à celle de Mad Max. Il faudra creuser pour trouver de la nourriture en conserve pour chiens ou quoi que ce soit d'autre à manger. Si les hommes échappent à l'extinction lors d'un impact, alors ils auront survécu. Mais ce ne sera pas nécessairement grâce à la haute technologie. Les humains les mieux adaptés à ces nouvelles conditions ne sont pas nécessairement ceux qui étaient les plus prospères. On est porté à croire que les survivants seront les citadins qui se sont réfugiés dans des abris souterrains des grandes villes comme Chicago, New York ou Paris. Mais l'adaptation risque d'être plus facile pour les gens qui vivent loin du point d'impact, qui ont déjà un mode de vie rudimentaire. Ils n'auront pas à s'adapter car ils vivent déjà sans les technologies modernes. En se réfugiant sous terre, le genre humain parvient à survivre aux jours les plus sombres de l'apocalypse. Mais les survivants sont peu nombreux et sont dépourvus face à ces conditions de vie extraterrestres. Devant de si vastes espaces laissés vacants, il y a tout lieu de se demander quels animaux profiteront le plus de ce désastre. Il y a 65 millions d'années, les mammifères ont prospéré dans la période suivant l'impact de l'astéroïde. La vie étant ce qu'elle est, certains souffrent, tandis que d'autres s'épanouissent. Peut-être assisterons-nous à la naissance d'un tout nouveau règne animal qui tirera profit de la chute de la civilisation moderne. Nous sommes dans une ruelle infestée de rats et pavée d'ossements humains. T.S. Eliot, 1922. Les dinosaures disparus à la suite de l'impact d'un astéroïde ont fait place à nos lointains ancêtres qui ont tiré avantage de la situation pour repeupler progressivement la planète. C'était le début de l'âge du mammifère. Des milliers d'années après qu'un autre astéroïde a percuté la Terre et délogé l'humain au sommet de la chaîne alimentaire, quelles espèces combleront le vide jusqu'à ce que les humains se reconstruisent? Les villes en ruine, abandonnées par les hommes,
pourrait devenir un vaste habitat. Le territoire serait probablement envahi de plantes grimpantes et d'arbres, et pris d'assaut par les animaux qui vivent déjà dans les villes. Certains organismes pourraient même évoluer dans ce paysage inusité. L'évolution peut prendre une drôle de tangente. Nous ne savons pas de quoi sera fait l'avenir, mais tout peut arriver dans ces énormes cités. Tout comme lors de l'extinction des dinosaures et des autres extinctions, les insectes font rapidement surface. Dans les villes, on remarque la présence d'une espèce en particulier, le cafard. Le cafard est apparu il y a 350 millions d'années. Il a survécu à 4 extinctions massives. Il n'y a donc aucune raison de croire qu'il disparaîtra cette fois. Au contraire, avec des tonnes de déchets pour se nourrir et moins de prédateurs, les cafards prennent des proportions gigantesques. De nos jours, les plus gros cafards mesurent 3 ou 4 cm. Ceux-là pourraient mesurer jusqu'à 30 cm, voire plus encore. Malgré tout, ils ne sont pas au sommet de la chaîne. Les insectes ont eu de la chance par le passé. Beaucoup ont survécu à l'extinction du Crétacé, mais ils n'ont pas pris le dessus sur les autres animaux. La forme de leur corps, c'est-à-dire la structure même de leur squelette, fait en sorte que leur taille est limitée. Un insecte ne peut pas faire 3 mètres de long, il s'écroulerait sous son propre poids. Comme par le passé, les insectes sont appelés à jouer un rôle plus important. Servir de nourriture aux autres animaux. Il y a 65 millions d'années, les insectes constituaient une importante source de nourriture pour les animaux, dont certains pourraient être nos lointains ancêtres. Il n'est donc pas exclu qu'une situation semblable se reproduise. Imaginez qu'à la suite d'une énorme catastrophe, tous les grands mammifères soient exterminés et qu'il ne reste plus que des rats. Et si les seuls survivants étaient des rats? Les rongeurs ont la capacité d'évoluer rapidement et c'est ce que l'on cherche après une catastrophe. On veut évoluer rapidement parce qu'il y a une foule de nouvelles niches disponibles. Au cours de la période suivant l'impact, les rats deviennent énormes, certains de la taille d'un chien. Mais une population croissante de rongeurs attirerait certainement les prédateurs. Les oiseaux qui ont admirablement survécu à l'extinction du Crétacé sont les seuls descendants des dinosaures. Leur taille, leur diversité et leurs habitudes alimentaires sont autant de qualités qui leur permettront de survivre à ce nouvel impact. Les villes abandonnées offrent aux oiseaux un terrain de chasse idéal. Les villes forment un environnement tridimensionnel complexe. Techniquement, on pourrait les comparer à des forêts et des canyons. Certains animaux se déplacent avec beaucoup d'aisance dans ce genre d'environnement. Dans une ville ravagée par un impact, on peut facilement imaginer que les faucons seront les principaux prédateurs, car ils repèrent tout ce qui bouge sur le sol. Les faucons pourchassent les gigantesques rats depuis le ciel. Tandis que les humains rebâtissent lentement leur population, les insectes, les rongeurs et les oiseaux profitent d'une courte période de prospérité. Si l'impact est aussi important que celui du Crétacé, l'humanité sera sans doute réduite à une poignée ou à un petit groupe de survivants. Ils ne pourront recommencer à coloniser la planète que très lentement. Avec le temps, l'humanité se reconstruira. Il est impossible de prévoir à quoi ressemblera alors la vie. Mais chose certaine, une question persistera. Nos ancêtres auraient-ils pu éviter la catastrophe ? Renais et relève-toi ou sois damné à jamais. John Milton, 1667.
Depuis les années 1980, les scientifiques enquêtent sur la catastrophe qui a anéanti les dinosaures. On connaît bien les conséquences dévastatrices de cet impact sur notre planète. La recherche est cruciale, car nous savons qu'un événement semblable se reproduira un jour dans le futur. C'est pourquoi nous sommes constamment à la recherche dans le ciel étoilé d'astéroïdes potentiellement meurtriers. Le nombre d'astéroïdes connus ne cesse de croître. Pas parce qu'il y en a plus qu'avant, mais parce que nous avons plus de temps pour les observer. Aucun astéroïde découvert à ce jour ne constitue une menace, mais bon nombre passent à toute allure en évitant la Terre de peu. Le plus célèbre est sans doute Apophis, qui passera près de la Terre en 2029. C'est pourquoi la NASA le surveille de près. Deux principales stratégies permettraient d'éviter un impact. Détruire l'astéroïde ou le faire dévier de sa trajectoire. Mais la possibilité de détruire l'astéroïde grâce à des armes nucléaires a été rapidement écartée. Le faire exploser est probablement la dernière chose à faire. Car si l'on désintègre un astéroïde de milliards de tonnes qui foncent sur nous, on se retrouve avec des milliards de tonnes de fragments d'astéroïdes qui foncent sur nous. En pulvérisant un astéroïde en 1 million de fragments, on obtient 1 million d'explosions nucléaires dans l'atmosphère de la Terre. Est-ce vraiment mieux? Je ne sais pas. Modifier la trajectoire de l'astéroïde reste donc la seule option viable. Ironie du sort, les armes nucléaires pourraient également servir à cette fin. L'explosion d'une ogive nucléaire pourrait suffire à dévier sa trajectoire. La charge dégagée par l'explosion dans une direction repousserait l'astéroïde dans la direction opposée. Un principe semblable fondé sur l'utilisation d'une charge dynamique consiste à faire entrer un amas de métal en collision avec l'astéroïde. C'est une force négligeable, mais si elle est appliquée assez tôt, elle pourrait faire changer la trajectoire suffisamment pour éviter une collision avec la Terre. En provoquant une collision avec une autre masse, on cause un cratère. La matière contenue dans le cratère est éjectée et pousse par le fait même l'astéroïde dans la direction opposée. Une autre façon moins radicale consiste à remorquer l'astéroïde à l'aide d'un tracteur gravitationnel, un vaisseau spatial envoyé à la rencontre de l'astéroïde. Étonnamment, la simple gravité du vaisseau pourrait suffire pour changer légèrement la trajectoire de l'astéroïde. L'engin doit être muni d'un système de propulsion, mais il n'est pas nécessaire de remorquer l'astéroïde. La gravité attire le vaisseau vers l'astéroïde et permet très lentement de modifier sa trajectoire, mais ça peut prendre des années. Toutes ces stratégies de détournement posent le même problème. Le temps. Car même avec la technique la plus prometteuse, il faudrait près de 20 ans pour dévier un astéroïde de sa course. Quand on conduit sur l'autoroute et qu'on aperçoit un obstacle longtemps d'avance, une simple oscillation du volant nous permet d'éviter cet obstacle. Si on est pris par surprise, il faut tourner brusquement. C'est la même chose avec un astéroïde. On ne veut pas le brusquer. Notre intelligence est notre plus grande qualité. Elle nous permet de prévoir quand les catastrophes vont frapper notre planète et de nous préparer à les affronter. Les dinosaures n'ont pas eu cette chance. Si la Terre était de nouveau frappée par un astéroïde, serions-nous voués à l'extinction comme les dinosaures? Seul l'avenir nous le dira.